Le PEA, le plan épargne action. On en entend partout parler que ce PEA, c'est génial, qu'après 5 ans, on paye au lieu de 30 d'impôts, on n'en paye que 17,2 d'impôts. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a une fiscalité cachée et c'est pour ça que j'ai un peu nommé cette vidéo l'arnaque du PEA. En vrai, c'est pas vraiment une arnaque, mais c'est juste qu'il y a une fiscalité qui est cachée, que la plupart des débutants, même des intermédiaires, ne le savent pas et ça leur fait perdre de l'argent. Ils payent des impôts sans le savoir. Donc c'est pour ça que j'ai un peu nommé cette vidéo l'arnaque du PEA. C'est plutôt une fiscalité cachée qu'on n'entend jamais parler sur des vidéos YouTube, à la télé ou autre. Et c'est pour ça que j'aimerais zoomer ce thème-là dans cette vidéo et que je pense que ça va être une vidéo qui sera très utile à des débutants, voire des intermédiaires. Peut-être les avancés, vous le savez, mais pas tous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous envoyer un comparatif complet des meilleurs PEA plus liste des meilleurs ETF sur PEA pardon, et liste des meilleures actions sur PEA. Mais comme c'est une vidéo YouTube, en vrai, vous allez sur le lien dans la description et vous aurez l'ensemble des ressources. Mais bref, restez avec moi jusqu'à la fin parce que ce qui va nous intéresser, c'est que vous compreniez en détail la fiscalité cachée du PEA. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas un conseil financier, vous le savez mieux que moi, et investissement comporte des risques. Bref, je pense que je m'adresse à une audience assez avancée, donc je suis obligé de le dire, mais vous le savez déjà mieux que moi. Donc le plan épargne en action, c'est en action. Donc si je dis plan épargne en action, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation, pas de matières premières, pas de crypto, pas d'immobilier. Plan épargne en action, c'est des actions. Maintenant, qui peut ouvrir un PEA? Donc pour le PEA, il faut être majeur, résident fiscal en France. On peut ouvrir le PEA en étant résident fiscal français, échanger sa résidence fiscale et toujours avoir le PEA. Mais si je suis résident fiscal étranger, je ne pourrais pas ouvrir mon PEA. Et enfin, c'est un seul PEA par personne. Et donc, c'est important de ne pas se louper quand on l'ouvre, même si on peut faire un transfert, ça peut être long et fatigant. Maintenant, que puis-je avoir dans mon PEA? Et c'est ça qui va amener la fiscalité cachée. C'est qu'en vrai, on peut avoir uniquement des sociétés qui ont leur siège dans l'UE ou dans l'espace économique européen. Donc, c'est ces pays. Donc, en vrai, j'aurai l'Europe et je vais enlever quelques pays. Donc, le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord. Je ne vais pas avoir la Suisse, tous ces pays-là. Donc, Kosovo, Albanie, Monténégro, etc. Je ne pense pas qu'on va investir beaucoup dans ces pays-là. Et on n'aura pas Biélorussie, Ukraine et Moldavie, même Turquie. Donc, bref, c'est un peu les pays principaux de l'Europe. Je vais juste louper l'Angleterre et la Suisse, sinon les autres pays qui sont à l'Est. Et cela, je pense, la plupart des investisseurs particuliers français, on ne va pas trop s'aventurer dans ces boîtes de ces pays. Donc maintenant, au niveau des ETF, il faut des ETF qui soient investis à au moins 75% en actions et titres de sociétés ayant leur siège dans l'UE ou en état de l'espace économique européen. Et est-ce qu'on peut avoir des actions non européennes? Non. Et oui, non. En action individuelle, ce n'est pas possible. Mais oui, avec les ETF synthétiques. Et du coup, il y en a deux, physique et synthétique. Physique, je vais avoir les titres de mon ETF, donc les titres de mon indice dans l'ETF. Par exemple, un ETF S&P 500 en physique, bah, mon ETF aura physiquement les titres dans son portefeuille. Un synthétique, ça veut dire, par exemple, un ETF synthétique de BNP sur le PEA, c'est-à-dire que BNP, dans son portefeuille, il aura des titres européens et il va, via un contrat swap, absorber la performance d'un autre indice, par exemple du S&P 500, et via une contrepartie, et cette contrepartie va lui donner, via le contrat swap, sa performance. Donc rapidement, je vous ai mis un beau schéma de avenues des investisseurs qui sont très bons. Rapidement, je suis à Mundi, je vais faire du MSCI World, dans mon portefeuille, j'ai des boîtes européennes, je donne ma performance à la contrepartie, et la contrepartie me donne la sienne. Donc c'est comme ça que je vais avoir la performance du MSCI World via un contrat swap. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la fiscalité du PEA. Je vous ai fait une rapide présentation sur le PEA. Qu'est-ce qu'on a dedans, qu'est-ce qu'on n'a pas dedans. Et là, le PEA que je vous parle, c'est PEA classique, pas le PEA PME. Donc, rapidement, la fiscalité du PEA. Déjà, quelque chose qui est très bien, c'est que c'est une enveloppe capitalisante. On a pareil pour le PER et l'assurance vie. On ne l'a pas pour le compte titre, mais que, là, je vais vous le présenter. Là, j'ai repris une photo de Avenue des investisseurs. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon compte courant sur lequel j'ai mon cash et j'injecte de l'argent sur le PEA. Le PEA, j'ai deux comptes, le solde d'espèces, le compte titre. Le compte titre, c'est là où je vais investir et le compte espèce, c'est là où j'ai mes euros qui dorment sur lesquels je pourrais les investir après en compte titre. Donc, quand j'injecte du cash de mon compte courant classique à mon PEA, ça va sur le compte espèce. Et sur le compte espèce, je peux le laisser et ne pas investir. Bon, mais le but, c'est d'investir. Quand je vais acheter des titres, donc c'est investi via le compte titre. Tous les retraits, donc les ventes des titres ou la perception des dividendes, elles ne seront pas imposées. Je ne serai imposé qu'au moment du retrait. Et c'est à ce moment-là où je suis imposé. Alors que sur un compte titre, un compte titre classique sur le CTO, au moment où je retire, je fais une vente, je perçois du dividende, là je suis imposé. Donc l'imposition au niveau du compte titre, elle se fait ici, alors qu'au niveau du PEA, elle se fait quand on sort de l'enveloppe. Donc déjà, c'est un gros avantage du PEA. Et la fiscalité, rapidement, ce que je vais vous parler là, un peu l'arnaque, la fiscalité cachée, c'est pas celle-ci. Là, c'est la fiscalité de base que vous savez mieux que moi. C'est qu'avant 5 ans,
tout retrait entraîne fermeture et une imposition à la flat tax de 30% qui risque peut-être d'augmenter. Et après 5 ans, on a une exonération de l'IR, on a seule la CSG à 17,2 qui est exigible, qui elle risque de monter. Et donc ce qui fait que la flat tax et l'imposition sur le PEA peut aussi augmenter. Mais bref, on peut avoir des retraits possibles sans fermeture. Donc après 5 ans, on paye moins d'impôts, 17,2 voire un petit peu plus. Et avant 5 ans, c'est la flat tax à 30%. Mais, et pour moi, l'arnaque un peu du PEA, c'est celle-ci, c'est la retenue à la source pour les dividendes d'entreprises étrangères. Je m'explique. Les actions étrangères, quand elles versent du dividende, ce qui va se passer, c'est que les pays étrangers vont prélever un impôt sur lequel on ne peut pas faire de crédit d'impôt. On ne va pas pouvoir remplir un formulaire qui va nous permettre de dire, OK, il y a le fisc étranger qui m'a prélevé X% sur la distribution de ce dividende, mais je vais avoir un crédit d'impôt et je vais me le faire rembourser en remplissant un formulaire. Sur le PEA, ce n'est pas possible. Sur le compte titre ordinaire, ça va être possible. Mais par exemple, vous avez une action BMW qui est une action allemande. Cette action vous verse un dividende. Par exemple, elle vous verse un dividende de 100. Eh bien, vous n'allez pas recevoir 100 euros. Vous allez recevoir 100 euros moins une imposition de l'Allemagne. Donc bref, ça, j'en ai jamais entendu parler sur YouTube. Et c'est vraiment un peu l'arnaque du PEA. C'est qu'on ne peut pas récupérer le prélèvement à la source lorsqu'il y a une distribution de dividendes d'actions étrangères. Et ça, c'est un gros point faible. Et là, je vous ai donné, c'était de Prosper Conseil, ce tableau, qui vous dit le taux, les précomptes retenus à la source selon les pays. Donc, si on prend une action Suède ou belge, eh bien, j'ai un dividende qui est versé de 100 euros. Au final, moi, je vais obtenir uniquement 70 euros. Donc, j'ai un précompte de 30%. Et donc là, vous avez les taux selon les pays. Donc, si vous allez à une action BM à 26,375, donc vous aurez 100, s'il y a un dividende de 100 euros que vous allez retenir, vous allez recevoir plutôt, bah, ça sera 100 moins 26,375. Donc, bref, vous perdez quasiment un tiers de ce que vous auriez dû avoir. Et en plus, si vous êtes avancé, vous le savez déjà, mais si vous êtes débutant, voire intermédiaire, peut-être que vous allez le découvrir. Les dividendes, ce n'est pas de l'argent magique. Quand il y a un versement de dividendes, le versement de dividende, il fait diminuer mécaniquement le prix de l'action. Parce que le dividende, il sort de quelque part. Donc, il va sortir du prix de l'action. Donc, imaginons que j'ai un dividende de 5 et que j'ai une action qui de base vaut 45. Donc, 45. Après versement du dividende, mon prix de l'action passe à 40 et j'ai obtenu 5 euros en dividende sur mon compte espèce. Donc, avant, j'avais 45 et maintenant, j'ai 40 plus 5. Donc, j'ai toujours 45, sauf que j'ai 40 sur mon compte titre et 5 sur mon solde d'espèce de mon PEA. Sauf que c'est 5 euros. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. Donc là, j'ai 45 euros sur le compte titre. J'ai 5 euros en dividendes qui vont passer sur le compte espèce. Donc là, maintenant, j'ai 40 euros compte titre, 5 euros compte espèce. Donc j'ai toujours 45 euros. Sauf que si mes 5 euros, ils se font fiscaliser au taux que je vous avais montré précédemment, donc je vais essayer de revenir. Donc ici, donc si mes 5 euros, c'était une action belge, je perds 30%. Donc je vais perdre 1,5 euros. Donc je vais obtenir 40 plus 3,5. Donc de base, j'avais 45 et là j'ai 40 et là j'ai 3,5. Donc j'ai perdu 1,5 euros. Et sachant que si c'est un peu après 5 ans, quand je vais sortir, eh bien je vais me refaire imposer. Donc je me fais imposer 2 fois. Donc pour moi, si on est sur le PEA, le mieux c'est de faire pour des actions individuelles, c'est des actions françaises, parce que quand c'est une action française, bon, nous on est déjà fiscalisé par la France, donc il n'y aura pas un prélèvement par la France, puis on sera réimposé. Donc action française qui verse du dividende, oui ou non. Si elle verse du dividende, on ne se fera pas imposer à la source parce qu'on est français. Et si des actions étrangères, c'est mieux pour moi d'aller sur des actions qui ne versent pas de dividende. Comme ça, il n'y a pas ce prélèvement à la source. On peut aller sur des actions étrangères avec dividende, juste il va se passer ce que je viens de vous expliquer. Donc pour moi, si on fait du PEA, ça fait plus sens de faire uniquement des actions françaises ou des actions étrangères qui ne versent pas ou peu de dividendes. Ou bien, vous pouvez faire des boîtes étrangères qui versent du dividende, mais vous aurez ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fiscalité des ETF? Donc, il y a deux types d'ETF, les ETF physiques et synthétiques. Les ETF physiques, ils vont détenir physiquement les titres de l'indice dans leur portefeuille, mais ces titres, ces actions, elles vont distribuer ou pas des dividendes. Et quand il y a une distribution de dividendes, le pays du siège social de l'entreprise va faire un prélèvement à la source. Ce qui se passe selon le pays où est l'émetteur de l'ETF, il y a des accords il y a des conventions fiscales qui permettent de baisser cette non-double imposition. Avec l'Irlande, ça va être 15%, Luxembourg 30%, France 30%. Ça, c'est surtout valable au niveau des US. Donc, quand vous aurez des ETF physiques, ça sera mieux de faire de l'irlandais pour réduire ce prélèvement à la source. Mais quand vous aurez des ETF synthétiques, eh bien, vous n'aurez pas d'imposition sur les dividendes, que l'ETF soit distribuant ou capitalisant. Et donc, ça fait plus sens de privilégier un ETF synthétique pour éviter ça.
Après, toute chose égale par ailleurs, si vous avez un ETF synthétique avec 1% de frais et que sur le physique, il y a 0,1% de frais, dans ce cas-là, vous êtes gagnant avec l'ETF physique. Bien sûr, c'est toute chose égale par ailleurs, mais dans ce sens-là, ça fait plus sens, par exemple, dans votre PEA, d'aller sur des ETF synthétiques pour enlever ce prélèvement à la source lorsqu'il y a une distribution de dividendes d'actions étrangères. Ensuite, je vous ai mis capitalisant. Le capitalisant, c'est que les dividendes sont réinvestis. Ça permet de faire croître votre patrimoine un peu plus vite. Ça, vous faites capitalisant ou distribuant, c'est comme vous voulez. Si vous êtes plutôt jeune, vous faire une croissance de patrimoine, ça fait plus sens capitalisant. Mais bref, c'est surtout au niveau de la prélèvement à la source lors de la distribution de dividendes d'actions étrangères. Un ETF synthétique va vous permettre de ne pas de ne pas avoir un prélèvement à la source. Donc, pour récapituler, PEA, donc le PEA classique, c'est un plafond de 150 000 euros. Ça fait plus sens d'aller sur des ETF synthétiques pour la raison que je viens de vous expliquer. Et au niveau des actions, ça fait plus sens de faire uniquement des actions françaises, puisqu'il n'y aura pas un prélèvement à la source de la France sur la distribution de dividendes, ou plutôt de faire des actions étrangères sans dividendes. Donc bref, pour moi, l'arnaque cachée, c'est le prélèvement à la source lors de la distribution de dividendes d'actions étrangères. Il faut faire bien attention. Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous disent top 5, top 10 des actions sur PEA qui versent le plus gros dividende. Et la moitié de ces boîtes-là, elles sont à l'étranger et ils ne vous parlent pas de ce prélèvement à la source. Donc bref, pour résumer, le PEA, ce n'est pas vraiment une arnaque, c'est juste une imposition cachée dont on ne parle jamais. Elle n'est pas vraiment cachée, mais juste on n'en parle jamais. Et comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez ma liste des meilleurs PEA, liste de mes meilleures actions sur PEA qui ne seront du coup que des françaises, ou ma liste des meilleurs ETF, je vous invite à aller dans le lien dans la description, à télécharger tout ça. Si vous avez des questions, des interrogations ou des choses sur lesquelles vous voulez affiner un peu ce que j'ai dit, je vous invite à mettre des commentaires, je vais lire et répondre à tout le monde. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.